Mesdames, Messieurs, chers Pléciennes et chers Pléciens, bonsoir. Écoutez, nous réitérons l'exercice du Facebook Live. Voilà, donc nous sommes le mardi 28 novembre. On va voir qui. On va attendre un petit peu que quelques personnes se connectent. J'ai reçu quelques questions d'ores et déjà, mais vous pourrez en poser en live, il n'y a pas de souci, je tâcherai d'y répondre, et puis comme d'habitude, si je n'ai pas des réponses précises, vous recevrez une réponse ultérieure. On essaie de répondre à chaque fois au maximum de questions, bien entendu. Voilà. Alors, la régie va me dire vraiment s'il y a du monde un petit peu connecté. Bon, c'est un démarrage timide. Il fait froid peut-être. Euh, alors, je suis obligé de couper moi, impérativement à 20 heures, un petit peu avant, puisqu'il y a une réunion juste derrière, à laquelle je participe, autour des associations de la commune. On commence à préparer ensemble une manifestation importante qui aura lieu au printemps. On te donnera la date et les détails d'ici là, puisque on a quand même beaucoup de travail à faire, qui sera donc la Plessis en fête de la ville. Ce sera une belle occasion de nous retrouver autour de plein d'animations diverses et variées, et puis aussi continuer à tisser des liens avec nos associations. Voilà. Alors, je ne sais pas si la première personne qui a posé des questions ce soir est connectée. Peut-être que oui, j'espère. C'est Lucie. Alors, elle me parlait des difficultés de circulation entre les piétons et les cyclistes devant se rendre à la fête de l'humanité sur la petite route qui longe le RD19 et qui est commune effectivement entre les piétons et les cyclistes. Alors, est-ce qu'il est envisageable d'avoir un accès réservé aux vélos? Alors, cette demande a été déjà formulée déjà l'année dernière. C'est une demande qui a été prise en compte et que j'ai fait remonter, moi, à l'agglomération, puisque c'est l'agglomération qui peut faire, en l'occurrence, sur ce sujet. Alors, il y a la volonté totale de le faire, donc avoir une circulation cycliste indépendante de la circulation piétonne. On a juste un endroit où c'est un peu compliqué parce que on est dans un goulot d'étranglement il faut qu'on fasse une acquisition foncière pour pouvoir raser, on va dire, la vieille maison qu'il y a là et faire la piste cyclable qui permettra un accès. C'est une acquisition foncière sur laquelle on a déjà pas mal travaillé, y compris avec son propriétaire. C'est pas simple. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à une négociation amiable, surtout que les collectivités, elles, ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. Elles sont, et heureusement d'ailleurs, elles sont soumises au droit et notamment à l'avis des domaines qui fixent les prix, c'est pas nous qui les fixons, et parfois l'avis des domaines n'est pas tout à fait ce qu'escompte le propriétaire. Parfois, c'est pas tout à fait ce qu'escompte la commune ou la collectivité, peu importe. Enfin bon, ça va réclamer encore, je le crains, un très long travail donc, qui va se compter en années. Je ne veux pas donner de faux espoirs. On ne peut pas, faire fi des règles. Par contre, cette piste cyclable, elle va pouvoir se prolonger et
il y a un travail qui est mené conjointement entre l'agglomération, les services de la SPL R217 qui gèrent aussi la base et, et le département pour créer une piste cyclable le long du RD19 et qui ensuite rentrera dans la base. Et le tout aussi avec un partenariat d'une entreprise. Donc ça va pouvoir avancer. Par contre, on a cet espace un peu d'étranglement qui va rester un petit peu compliqué. Voilà. Donc, on est dessus et ça va continuer. Alors, j'ai une question de David sur les futures modifications de lignes de bus. Alors, oui, on a été mis au courant par Île-de-France Mobilité qui gère l'ensemble des transports de la région parisienne, donc Île-de-France Mobilité qui est rattachée à la région Île-de-France, que dans le cadre de leur nouveau marché public de transport en commun, il y allait avoir des modifications. Donc nous avons rencontré Île-de-France Mobilité, nous avons rencontré la société Transdev, en appui nous avions le service transport de l'agglomération, et à la fois Île-de-France Mobilité et et à la fois Transdev nous ont fait des propositions qui n'étaient pas acceptables. Donc on les a refusées et on a demandé à ce qu'elles soient un peu différentes. Ce qui va se passer, donc normalement on reçoit une communication officielle et celle qui sera adressée au public, nous sommes le 28, ce sera donc jeudi. Jeudi, il y a une réunion en visio là-dessus pour informer aussi toutes les collectivités et parce que ça touche toute l'Île-de-France, l'Essonne, tout cœur l'Essonne. Donc nous aurons une ligne de bus, la 22703, qui ne va pas changer dans son tracé en heure pleine. Voilà, donc on continue à avoir la ligne d'aujourd'hui. En heure creuse, elle va se prolonger jusqu'à traverser la Croix-Blanche et aller jusqu'à Bondoufle, puis revenir par Plessis-Pathé dans le même tracé qu'elle fait aujourd'hui. Ça va nécessiter 2 arrêts de bus supplémentaires, un qui sera on va dire du côté du toit de Chaume et un du côté de la rue des Chemins. Par contre, il y a une nouveauté, c'est que le soir, après le dernier bus, vers les 20h30, il y aura un bus de nuit. Ce bus de nuit aura une particularité, c'est qu'il ira et il s'arrêtera que là où les personnes qui montent dans le bus veulent aller. Et ça pendant 2 heures, jusqu'à 23h. Donc un bus de nuit, vous descendez à la gare du train, vous montez dans le bus et vous dites je veux m'arrêter à tel arrêt au Plessis-Pathé et le bus vous y emmène. Voilà. Donc, et ça avec une fréquence à la demi-heure. Ça c'est les infos qu'on a et normalement c'est ce qui va se mettre en place. Voilà, donc deux changements finalement, c'est les heures creuses, le bus part sur Croix-Blanche, Bondoufle et revient par Plessis-Pathé dans le même circuit, et le bus de nuit. Voilà. Ce sont les 2 changements et on a demandé à ce que Île-de-France Mobilité fasse une ample communication auprès des usagers. Donc pas de changement sur les heures pleines. Au début, ce n'était pas comme ça. Une question de Maxime sur les coupures de lumière qui pose souci. Une voiture a été volée sur un parking dans un clos. Oui, une voiture a été volée dans un parking, dans un clos. Alors, la coupure des lumières, c'est une décision unanime des 21 maires de Cœur d'Essonne et au-delà d'ailleurs de beaucoup de collectivités en France.
ce qui a permis de juste compenser la hausse des tarifs d'électricité. Donc l'agglomération n'a pas fait d'économie par rapport à avant. Par contre, elle a économisé quelques millions d'euros. Donc personne n'est prêt à remettre ça en cause puisque le budget de l'agglo serait exempt. Il l'est déjà quasiment. Et ça serait délétère. Sur la sécurité concernant la nuit, ce qu'on remarque de toute façon, c'est que des voitures éclairées, pas éclairées, des vols de voitures, il y en a partout, tout le temps, assez fréquemment. Alors, pas beaucoup au Plessis-Pathé, mais ça arrive dans pas mal de communes. Mais il y en a aussi, y compris en plein jour, y compris dans des rues éclairées. Donc le fait qu'il y ait un éclairage ou pas, c'est pas ça tellement qui tracasse les voleurs. Par contre, ce qui est en train de se mettre en place au TCPT, c'est la poursuite de l'implantation des caméras jour-nuit, avec un maillage beaucoup plus resserré, et l'installation de ces caméras, d'ores et déjà, celles qui existent ont permis d'élucider quelques affaires, tant mieux. Donc il y a des gens, des malfrats qui se sont fait attraper grâce à ce système. Et comme ce système va se renchérir, il va pouvoir continuer à faire son effet. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à attraper 100% des délinquants, ça serait trop bien, mais en tout cas, c'est assez dissuasif et assez efficace. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les éclairages de nuit. J'ai une question sur... alors, quelqu'un a entendu parler d'une construction d'un nouveau collège à Fleury-Mérogis. Alors, est-ce que je peux vous parler de sectorisation des collèges? Est-ce que le Plessis-Pathé est concerné? Alors, donc, non. J'ai posé, par l'intermédiaire des services, la question au département, puisque c'est le département qui décide en matière de collège. Et la réponse dit, bah non. Surtout que le Plessis-Pathé est à quelques mètres à pied du collège Paul-Éluard. Donc ça serait quand même assez fou de penser que nous allions ailleurs prendre des bus ou je ne sais quoi, des bus qui n'existent pas forcément. Voilà, donc il y a d'autres villes, elles, qui changent de collège, mais ce n'est pas notre cas, heureusement. Sinon, il aurait fallu que nous montions gravement au créneau contre une idée comme ça, mais cette idée n'existe pas, donc tant mieux. On me signale que certaines nuits, la porte du cimetière reste ouverte. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Alors, il y a deux portes. Il y a le grand portail et le petit portillon. Alors, le grand portail, il arrive qu'il reste ouvert, c'est quand une société de pompes funèbres, une fois qu'elle a fait son travail, elle part et ne referme pas, alors qu'elle a toute possibilité de la refermer. Ça arrive, et dans ce cas-là, c'est nos agents de service technique qui referment la clé derrière. C'est encore arrivé ces jours-ci, et on a refermé hier soir, et aujourd'hui, j'ai encore vu qu'elle était ouverte, ce qui n'est pas normal. Donc, il va falloir qu'on fasse un rappel aux sociétés de pompes funèbres. Et puis à côté, il y a le portillon piéton. Lui, il est en ouverture, fermeture automatique sur horloge. Alors là, il y a encore le réglage des horaires d'été pour le cimetière. On va faire les modifications dans le programmateur pour la mettre aux horaires d'hiver. Ça a été un peu oublié. Donc il y a un réglage qui est en cours, mais en tout cas, le portillon piéton, lui, se ferme. Automatiquement, on l'a vérifié. Alors, on me dit que des véhicules se garent très mal, trottoir, devant les passages à piétons, ce qui empêche de voir la route correctement, et le passage avec les enfants sur les trottoirs est juste horrible. Pour nous arranger les choses, car les 3/4 des résidents ont un box. Merci, et c'est Edwina.
Alors, quand vous parlez que les réseaux ont un bug, je suppose que on est sur les clos. Il y a, pour moi, il y a deux clos où effectivement c'est un peu comme ça. Alors, je ne suis pas forcément passage piéton. Il y a le clos Beauchamp et clos Charmilles. Alors, si je me trompe, dites-moi. Il y a peut-être aussi un peu clos Méline. Ou alors on est carrément au Tourelle ou à la Roseraie, mais précisément. Euh, pour ce qui est du clos Charmilles et du clos Beauchamp, moi j'ai demandé au service technique euh, que l'on change de réglementation sur la circulation, euh, puisqu'il y a un seul accès, une seule route, et après ça se divise en plusieurs voies, et qu'on passe en zone, ce qu'on appelle des zones de rencontre. C'est-à-dire que c'est des zones à 20 km/h. De toute façon, il n'est pas très prudent de rouler plus vite. Il n'y a pas de trottoir et il y a un petit peu de stationnement. Jamais assez, puisque tout le monde ne rentre pas sa voiture, ni dans son box, ni ailleurs. Il y en a qui arrivent. Nos voitures ont pris l'embonpoint depuis 40 ans que ces box ont été faits. Plus ça va, et puis on a des voitures un peu volumineuses, et c'est parfois un peu compliqué de les garer, surtout quand le box est rempli d'autres choses. Donc c'est un éternel recommencement, un éternel problème. Par contre, mettre une zone de rencontre où le piéton est prioritaire, c'est-à-dire que c'est une sorte de rue piétonne dans laquelle on peut circuler en voiture, mais au pas. Voilà. C'est une des solutions pour Charmilles et Beauchamp, notamment suite à l'interpellation d'une personne précédemment sur ces questions-là. Après, sur les autres endroits, alors je sais que sur la Roseraie, il n'y a pas vrai. Enfin, dans les clos, il n'y a pas vraiment de trottoir. Il n'y en a même pas du tout. Tout petit bout dans la rue des Roses qu'on avait refait, avec un peu de stationnement, mais au-delà, il n'y a rien. Donc c'est éminemment des endroits toujours un peu compliqués quand on est piéton, surtout quand il y a les enfants, la poussette, le chien, enfin, c'est parfois un peu compliqué. Mais n'hésitez pas à me préciser les endroits. Et puis, s'il y a de l'abus, n'hésitez pas aussi à appeler la police municipale, hein, ils sont là pour ça. Alors, j'ai Christian et Annie qui ont remarqué qu'il y a quelques semaines la présence de rouleaux de câbles près de l'armoire fibre de la route de Corbeil, côté pouletterie. Qu'en est-il au sujet de la fibre? Oui, alors, en ce moment, il y a deux types de rouleaux de câbles. Il y a une fibre optique, on va dire, qui traverse de nombreuses communes de l'Essonne, dont le Plessis-Pâté, qui relie deux gros data centers, un qui est sur Nozay, un qui est sur Lys. Donc ça, c'est une partie des rouleaux de câbles qu'on peut apercevoir. Alors, ce n'est pas ceux de la route de Corbeil. Et ceux de la route de Corbeil, actuellement, il y a Altitude Infra, qui est l'entreprise chargée par le CIPEREC, le CIPEREC étant le syndicat de communes à l'échelle Île-de-France, qui a mandaté donc Altitude Infra. C'est le CIPEREC qui est le donneur d'ordre et le gestionnaire du réseau fibre. Donc cette entreprise, en ce moment, renforce le réseau. Et donc, MPMP posait la question, justement, c'est lié. Donc, l'Altitude Infra en ce moment de renforcer le réseau et de perpétuellement réparer ce que les sous-traitants des opérateurs font comme dégâts. Parallèlement, moi, je vous invite quand même à interpeller votre député. J'ai fait
un article là-dessus dans le dernier journal. Il y a une proposition de loi qui est passée au Sénat à l'unanimité, hein, je bien dit à l'unanimité, ce qui est quand même assez rare au Sénat, sur la nécessaire prise en compte des problèmes de fibre en France. Parce que si c'était pâté, je dirais qu'on n'a pas de chance, mais en fait, c'est national le problème. Et cette proposition de loi, en fait, c'est ce que moi je revendique depuis quelques années, c'est qu'on repasse à une gestion de la fibre qui soit mono-intervenant. C'est-à-dire que, grosso modo, ce soit Institut Infra qui fasse les choses et personne d'autre, parce que sinon, c'est le bazar. Et ils se renvoient tous la balle. Plus pas mal d'explications. Alors, j'avais diffusé un lien vers une vidéo de présentation de cette loi au Sénat, qui dure à peu près 7 minutes, et qui, en 7 minutes, vous explique tout le problème et pourquoi et comment on peut le résoudre. C'est un texte qui est magnifique. Bon, il a été déposé par le sénateur Chaise, qui est LR, et qui a extrêmement bien travaillé sur ce texte. Et lui étant élu d'une association d'élus en charge de la fibre optique, qui s'appelle la VICA, il connaît bien le sujet. Par ailleurs, donc, maintenant que c'est voté au Sénat, il faut que ce soit voté à l'Assemblée nationale. Or, j'ai rencontré le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Je lui ai dit, le projet est sur votre bureau, qu'est-ce que vous attendez pour le passer en vote à l'Assemblée? Bon, il m'a expliqué que, un, il y a une petite chose dedans qui ne lui plaisait pas, et deux, que c'est compliqué de le mettre dans l'agenda. Ce que je pense, moi, c'est qu'ils n'ont pas envie de le passer. Et par ailleurs, on me dit que peut-être que le gouvernement lui-même, en ce moment, et avec l'ARCEP, qui commence à comprendre qu'il y a un problème, ils sont en train peut-être de faire leur propre texte. Donc pour l'instant, on n'en a pas la teneur. En tout cas, notre problème, il est technique, mais il ne pourra se résoudre que dans un volet législatif pour arrêter la pagaille dans laquelle on est actuellement. Pagaille, et puis tout ça dans un contexte juridique qui c'est grand n'importe quoi. Voilà, donc pendant ce temps-là, on souffre, hein, nous-mêmes en commune, à la mairie, hein, de temps en temps on est coupé, hein, on n'est pas rétabli tout de suite, il faut attendre, c'est très pénible. Et puis, votre serviteur à la maison, c'est comme vous, ça m'arrive aussi. J'ai la chance quand même d'avoir un opérateur qui est réactif et qui voilà, donc, parce que je sais que tous les opérateurs ne sont pas très réactifs. Il y a du bon et du moins bon. Voilà. Alors, Maxime me demande quand est-ce qu'est prévue l'ouverture de l'Ice 24 à côté de skatepark. Je ne sais pas. J'ai pas de date encore sur en travaux. De toute façon, c'est réservé uniquement aux professionnels avec une carte professionnelle. C'est pas public. Voilà. Et c'est multi-énergie. Pour l'instant, ils attendent le tuyau de gaz pour le GNV. Il y a l'électricité également. Donc, ça va pas être tout de suite. Alors, là, les questions se sont un peu épuisées. Je vous rappelle que demain à midi, devant la mairie, on inaugure les panneaux solaires qui sont sur le toit de la mairie. Voilà, ces panneaux solaires, ils ont une particularité finalement, c'est que on avait choisi l'autoconsommation, sauf qu'on sait que l'autoconsommation, ça marche
marche très bien, mais il arrive qu'on produise plus que qu'on consomme. Du coup, le surplus, il ne sert à rien. Donc, on a fait quelque chose où on est les premiers en Essonne sur une collectivité à le faire, c'est qu'on fait une autoconsommation multisite, c'est-à-dire que ça profite également à l'espace Michel Berger, à l'école de musique, danse, au centre commercial, aux écoles ou au centre de loisirs, de manière complètement automatisée. Voilà, donc comme ça, on ne perd pas une miette. Voilà, donc c'est demain à midi et il y aura aussi conseiller Info Énergie de l'agglomération qui sera là pour les gens qui auraient besoin de conseils sur la rénovation énergétique ou toute autre chose. Voilà, en même temps que nos partenaires et plusieurs maires de l'Essonne qui sont aussi intéressés par ce qui se fait ici. Voilà. Alors, si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de passer parce que vous travaillez, c'est possible. Il y a une petite expo en mairie, quelques panneaux qui vous expliquent tout cela. Alors, à partir dès ce week-end, vendredi, on démarre l'opération En attendant Noël. Le jardin de Noël est presque achevé. Je remercie les services techniques qui, encore une fois, ont eu des trésors d'imagination pour concocter des jolies choses. Voilà, donc ça avance bien. Et on démarre vendredi à 18h45. Il y aura également des animations autour du centre commercial avec, vous pourrez venir déguster tartiflette, choucroute, tarte et feuilletée au fromage, pizza, crêpes sucrées, vin chaud, avec les commerçants de notre petit centre commercial. Voilà, on vous attend nombreux. Il y aura donc l'inauguration de la rénovation du centre commercial en même temps. Alors, je crois qu'on m'envoie une nouvelle question de Virginie. Serait-il possible de mettre de la lumière dans le cimetière lors des enterrements? Également, les 2 places de devant réservées pour le cimetière sont toujours prises alors que personne n'est dans le cimetière. Est-il possible de surveiller cela? Pardon. Avec ce froid, je suis enrhumé. Alors, oui, les obsèques à des horaires où il fait nuit, personnellement, c'était le premier la semaine dernière. Normalement, c'est pas dans ces horaires-là. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était particulièrement sombre dans le cimetière, il y avait beaucoup de monde. J'avais pris gâtage quand même pour que on ne patauge pas dans la boue et donc de façon à ce que chacun puisse marcher sur quelque chose qui soit pas de la boue. Mais alors la lumière dans un cimetière, c'est pas très visité, en tout cas de manière comme un parc. Parce que normalement, en hiver, à 16h30, le cimetière est fermé. Il y a les horaires d'hiver. Donc là, bon, c'était ainsi. Je pense pas qu'on va mettre de la lumière parce que normalement, on fait pas, on s'arrange pour ne pas avoir des obsèques de nuit. Mais je comprends que c'était compliqué. Il aurait fallu anticiper un petit peu plus ces obsèques. Et c'est quand même pas facile à anticiper.
Voilà. Quant aux places, les 2 places réservées cimetière qui sont devant, alors, la police municipale, elle sait qu'il y a une réglementation, enfin, il y a un arrêté, et elle sait qu'elle peut verbaliser. Euh, ça peut lui arriver. S'il y en a qui s'y garent alors que forcément ils ne vont pas au cimetière. C'est-à-dire que de toute façon on ne peut pas réserver des places, enfin ça peut être une durée limitée, voilà, mais pas plus que ça. C'est c'est assez rare quand même qu'on ne trouve pas du tout de place pour aller se recueillir sur une tombe. Alors quand il y a des enterrements, là de toute façon, on n'a pas du tout un parking adapté pour un enterrement. Chacun se gare un peu comme il peut et on tolère dans ce cas-là le stationnement en accotement sur le trottoir sur la route de Lierre. Évidemment, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Dans le cadre de l'extension du nouveau cimetière, on prévoit des places supplémentaires qu'on va pouvoir aussi sanctuariser pour le cimetière, mais ce ne sera pas non plus à l'échelle d'un enterrement, même s'il y a 30 ou fortiori s'il y a 200 personnes. Alors, Maxime me dit, les travaux qui ont été réalisés sur les trottoirs massifs en face de l'espace Michel Berger par GTO, va-t-il y avoir des plantations? Alors, c'est pas qu'il va y avoir, c'est qu'ils y sont déjà. Ça a été planté fin de semaine dernière, donc c'est fait, vous pouvez passer, vous allez voir. Il y a 4 magnolias de belle taille. Et puis les plantations en lieu et place de la vieille haie de buis qui notamment pour certains pieds qui étaient complètement morts, qu'il fallait tailler plusieurs fois par an. Donc là, on a d'autres typologies de végétaux pour agrémenter le pourtour du parking. Je tiens à souligner quand même que l'ensemble de ces travaux, c'est sur le budget du centre commercial, budget annexe du centre commercial, et que donc le coût est porté par le centre commercial. Et on a eu 2 subventions, une de la région, une de l'État, pour faire ces travaux. Voilà, et puis vous verrez dans quelques temps aussi une nouvelle signalétique commerciale apparaître pour diriger un maximum de personnes vers notre petit centre commercial qui gagne à être connu. Alors, si en parlant d'arbres, j'ai pu planter 2 arbres avec 2 classes de CM2 la semaine dernière, des classes de l'école Léon Blum. Donc, nous avons planté un mirabilier et un noisetier dans le jardin de la biodiversité qui se trouve donc en face de la mairie, qui va être ouvert très prochainement. On termine des remises à niveau de terre et puis les plantations et les semis qui émergeront au printemps. Voilà. Donc ça va être très joli au printemps. Donc, pour l'instant, ça ressemble un peu à un chantier parce que c'en est un. Mais dès que l'entreprise Espace Vert a terminé son travail, on va pouvoir ouvrir le cheminement qui mène jusqu'au parc. Voilà. Et bon, les enfants étaient ravis, je crois, enfin, après le retour des enseignants, ravis d'avoir eu toutes les explications du pourquoi, du comment, comment on plante un arbre, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, pourquoi on le choisit, et pourquoi on plante des arbres, tout simplement. Enfin, ils ont posé plein de questions. Et alors, on a dépassé un peu le programme de CM2, hein, mais c'était toujours très, très intéressant pour eux. On a passé un bon petit moment, une petite heure. Alors,
là, Morgane me demande s'il y a un spectacle de Noël prévu pour les enfants. Elle n'a pas vu la date. Alors oui, il y a un spectacle de Noël du comité des fêtes qui est prévu. Il y a aussi un moment pour les tout petits avec le RPE. Voilà, ça se passera le 17 décembre dans l'espace Michel Berger. Il y a tout le programme sur le site internet de la ville. Voilà. Bon, il y aura aussi donc avec passe week-end, celui d'après, des animations avec les enfants dans le cadre du marché de Noël, du Téléthon et toutes les animations avec la ferme Tilligolo. Enfin, il y a tout un programme qui vous a été distribué, qui est disponible sur nos sites internet. N'hésitez pas à y aller. Alors, j'en profite pour le comité des fêtes, je fais une petite page publicité. Il va y avoir très bientôt les inscriptions pour la Saint-Sylvestre. Alors ça, c'est pas pour les enfants, hein. Ils sont couchés. Donc, Saint-Sylvestre, 31 décembre, à Michel Berger. Et donc, très prochainement, il y aura les inscriptions. N'hésitez pas, ça va être une belle soirée. Ce sera donc les inscriptions le 2 décembre et ça se passera à Michel Berger. Bon, je vois plus. Peut-être qu'il y a encore des questions. Je vais attendre un petit peu. Moi, j'ai plus rien. Rien n'arrive. La régie me dit non. Bon. N'hésitez pas, de toute façon, soit à nous poser des questions par mail, de les réitérer si jamais ça peut nous arriver de louper une question, de louper un mail. Et puis, si on se croise, enfin, je vois beaucoup de PCiens tout le temps. Et rassurez-vous, personne n'hésite à me poser des questions. Donc, n'hésitez pas non plus. Alors, j'ai Thomas qui me demande où en est les projets Charcoir. Il avance au rythme de l'administration française. Ça veut dire que on a attendu avec quelques mois de retard le transport du juge. Ça a été fait. Ensuite, maintenant, on attend son jugement qui va intervenir un mois plus tard que ce qu'on pensait. Ce sera à fin février. À l'issue, il y a encore quelques obstacles administratifs qui sont liés au fait que on est dans un état de droit et qu'il y a des procédures et que c'est normal. Bon, parfois c'est un peu plus rallongé parce que la justice a parfois pas assez de moyens pour bien fonctionner, mais ça vous le saviez déjà. On espère pouvoir prendre possession des terrains en juin. Alors après, ça ne va pas démarrer tout de suite, hein, puisque actuellement, le monde de la construction est exempt. Il n'y a plus grand-chose qui se fait en ce moment. Et il n'y a plus grand monde qui achète, notamment les particuliers. Enfin, c'est une catastrophe économique qui s'annonce. D'ailleurs, une répercussion très directe, très immédiate. Peut-être que vous l'avez entendu, mais le département de l'Essonne est aujourd'hui
extrêmement inquiets sur comment ils font un budget 2024, puisque il y a à peu près 100 millions de pertes financières pour le département pour 2024 sur quelque chose qui disparaît et qui s'appelle les droits de mutation. Puisque quand il y a un bien qui se vend et qui s'achète, eh bien, vous payez ce qu'on appelle le droit de mutation. Ce droit de mutation, une bonne partie va au département. Et donc, comme il n'y a plus rien qui se vend et qui s'achète, ou pas grand-chose, le département a fait ses calculs, et là, c'est grave. C'est grave parce que le département, c'est un partenaire extrêmement important des communes ou des intercos, mais beaucoup plus des communes, et que si le département n'a plus de sous, je ne vois pas comment il pourra continuer de soutenir les communes dans leur projet d'investissement sous forme de subvention. Enfin bon, c'est un effet domino qui est délétère. Donc tout ça m'amène à vous dire que il y a quatre promoteurs. Il y en a un depuis aujourd'hui ou hier fait défaut. Il va falloir en retrouver un. Et donc c'est pas drôle du tout. C'est comme ça, c'est la vie. Ça va être encore long. Donc moi je peux pas donner de date, ni de démarrage, ni encore moins d'achèvement. Donc il peut se passer encore plein de choses. Voilà. Toujours est-il que pendant ce temps-là, l'État continue à nous demander de faire, alors même que parfois c'est l'État lui-même qui par d'autres biais, nous fait des misères. Voilà, on n'en dirait pas plus. Alors, j'ai Christian Annick qui me demande la construction de l'hôtel Route de Corbeil semble évoluer par à-coups. Avez-vous des infos? Peu d'infos. C'est un projet privé. Les propriétaires de l'hôtel Santa Cruz ont souhaité le reconvertir d'un hôtel social. Donc, ils accueillaient des gens issus du 115 en un hôtel avec des étoiles. Au moins, je ne sais plus, c'est 2 ou 3, je ne sais plus. Et pour ça, il fallait que ça ressemble à un vrai hôtel. C'est-à-dire avec le confort d'un hôtel de ces gammes-là. Voilà, donc le chantier, il est compliqué pour eux parce que, évidemment, la période est non plus compliquée. L'inflation, elle frappe tout le monde. Donc, quand vous construisez quelque chose, le coût de ce que vous achetez, quelles que soient ces choses, ça augmente. Ça a augmenté fortement. C'est en train d'un petit peu rebaisser sur certaines choses, mais pas encore beaucoup. Plus la difficulté à débloquer des prêts, je ne sais pas si c'est le cas là, mais en tout cas, c'est pas simple. Et donc, bon, moi je les laisse tranquilles, hein, ils font au rythme où ils peuvent le faire. Je sais qu'ils ont la volonté de le faire, et j'espère qu'ils finiront par aboutir. Voilà. Alors, si on parle des chantiers qui prennent du temps, on peut parler de la maison dans la cour de la ferme. Le chantier devrait reprendre en février. Le constructeur, j'en avais déjà parlé, ayant fait faillite, le propriétaire a dû remettre tout à plat, retrouver un constructeur, remettre son métier sur établi, tout reprendre, et c'est pas le seul chantier qu'ils ont en France. Voilà, donc bon, ils m'ont assuré qu'ils avaient toujours la confiance de la Banque des Territoires, parce que c'est un de leurs partenaires privilégiés, puisque on est sur un projet médico-social, et puis et de leur banque, donc c'est pas un problème financier, mais là c'était un problème purement de défaillance d'entreprise. Et normalement, ils ont pu conserver les subventions qu'ils avaient. Voilà.
enfin, si vous devez changer de métier en ce moment, ne prenez pas le métier de promoteur ou du bâtiment, hein. C'est pas bon. C'est dur. On estime qu'il y aura 200 000 personnes au chômage d'ici la fin de l'année 2024. J'ai rencontré le président de la Fédération du bâtiment de 91 qui est extrêmement pessimiste et le président de la Chambre des notaires qui l'est tout autant et qui explique qu'aujourd'hui on retrouve des notaires en redressement judiciaire. C'est quand même du jamais vu. La crise est profonde. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je n'en vois plus personne, pas de regret. Alors, s'il y a toujours quelqu'un qui pose la question au moment où on coupe, ça arrive, donc généralement on répond après, hein. Mais moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite vendredi soir, hein, n'hésitez pas à sortir, manger des bons petits plats et des choses sympathiques sur notre centre commercial. Venez à la rencontre des commerçants et puis on passera un bon moment ensemble. Merci, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.